m'appelle Marc Triboulet, je suis directeur de Non-Stop Systems et le chef de file et architecte de Nuage. Nuage, c'est une Amazon française. Pour vous expliquer, je cherchais un point de départ. Et globalement, Non-Stop est un spécialiste d'infrastructure. Donc, nous avons trois métiers. Nous analysons, nous faisons de la veille technologique et stratégique. Donc, nous analysons tout ce qui arrive en termes d'infrastructure depuis une vingtaine d'années. Nous testons les technologies des startups américaines, principalement. Et ensuite, nous les introduisons en France, nous faisons le transfert de technologies. C'est-à-dire que nous prenons ces technos et nous assemblons un système d'information idéal à partir de briques, principalement de technologies de rupture. Une fois donc ça nous prend environ 6 mois pour acquérir la technologie. Une fois qu'on a acquis la technologie, on la propose sous forme d'un système d'information qui est décliné sur nos comptes. Alors, on a recentré, on a commencé sur du grand compte, on est passé à la PME et là on s'intéresse à la TPE. Pourquoi? Parce que notre analyse du cloud, c'est que ça va changer beaucoup de choses et que à terme, les grands perdants du cloud, ça va être les TPE. Parce qu'en effet, elles n'ont pas les moyens de se protéger. Elles n'ont pas les moyens de contrôler la qualité de service, elles n'ont pas les moyens. Et dans l'univers qui est le nôtre actuel, ça peut se traduire pour la France en particulier par un vrai désastre. Typiquement, les TPE, donc les sociétés de moins de 10 personnes en France, représentent 60% des emplois et plus de 50% du PIB. Donc ça entraînerait le fait d'avoir une dégradation, du moins une atteinte de ce tissu en France, produirait des dégâts profonds. Donc on a regardé le modèle du cloud tel qu'il émergeait, en particulier Amazon et Google, et on s'est dit, est-ce qu'on peut pas éclater ce modèle? Parce qu'au lieu de faire des énormes data centers avec des fabriques au kilomètre de serveurs, est-ce qu'on peut pas créer une brique de base, et cette brique de base la mailler de façon très proche de l'utilisateur? Finalement, il y a deux constats de base. 80% des échanges entre utilisateurs ont lieu à moins de 20-30 km de l'épicentre. Ce qui veut donc dire que la perte de confiance est liée à l'éloignement. Il y a une relation très proche entre l'utilisateur et sa donnée. On ne peut pas couper le lien comme ça. Plus la société est petite, plus ce lien est fort. Voilà. Donc, première chose, il fallait maintenir, si on veut essayer de faire du cloud, il faut commencer par maintenir une liaison, une proximité entre l'utilisateur et sa data. Ça a aussi d'autres motifs économiques qui jouent. La deuxième chose, c'était donc qu'il nous fallait restaurer la confiance, et pour ça, il fallait remettre l'utilisateur au cœur de sa sécurité. On a analysé les différents rapports du département du commerce américain et de la Commission européenne, et dans cette approche, la perte de confiance était vraiment quelque chose primordial. L'objet qui bloque le cloud public, c'est la confiance. Aux États-Unis, ils ont fait machine arrière. Pour les entreprises, le cloud public est considéré actuellement comme mort. Plein de raisons, à mon sens. En tout cas, c'est du moins l'analyse qu'en ont fait les pouvoirs. Le mode hybride peut répondre à un certain nombre de choses, mais ce qu'on voit en effet, c'est le cloud privé qui se déploie de façon massive. Donc, première idée, relocaliser la donnée près de l'utilisateur. Deuxièmement, éclater le modèle Amazon. Donc, faire un modèle Amazon local, en éparpillant les données avec des micro-data centers, tout en maintenant donc le modèle économique, donc la performance, le prix et la notion de sécurité. Et donc, pour faire ça, plutôt s'appuyer sur des petites entreprises que sur des grosses. On a démonté la chaîne de la valeur du cloud, on l'a recomposée, et on a isolé 7 entreprises, 7 startups françaises, sur lesquelles on a dit, avec ces 7 entreprises, on peut créer un cloud, donc on peut livrer un data center clé en main. Data center qui est à la fois écologique, donc responsable, on va dire, qui est ouvert, donc avec une technologie open source, et qui est sécurisé, hautement sécurisé. C'est-à-dire que le niveau de base de la sécurité, c'est bancaire ou armée, ou défense. Et on continue dans l'hérésie. On donne à l'utilisateur le moyen de contrôler sa sécurité. C'est-à-dire qu'à la base, il devient lui-même contrôleur de son cloud. L'utilisateur. Alors, l'utilisateur en tant qu'entité économique. Ça peut être. Donc le but, c'est la logique de l'IPBX. L'entreprise peut devenir opérateur de cloud.
On a proposé ce projet, c'est un projet de 10 millions d'euros d'investissement, donc je vous redonne les basiques. 5 millions sont assurés, sont couverts par l'État, 5 millions sont fournis par les partenaires. C'est le CNRS qui nous suit avec le LIPSIS, pour la partie recherche, 2 laboratoires, les équipes régales et les équipes phares. Les 7 partenaires aujourd'hui, je vais vous les présenter au niveau de la répartition ensuite du projet de recherche. Historiquement, le projet est toujours soutenu par l'ADENE, l'Association pour le développement de l'économie numérique. Pourquoi? Parce que Olivier Midière, donc, qui est le président de l'ADENE, avait fait ce constat aussi que les TPE allaient souffrir du cloud. Enfin, si on continue à laisser le cloud comme seule alternative, le cloud public, les TPE en France allaient payer le prix fort. Et donc, moi j'avais une vision technique, lui il avait une vision politique économique. On a fusionné nos 2 modèles, ils étaient compatibles. Jean-Pierre est venu il y a 3 semaines, donc on était encore plus compatibles. Et on échange en ce moment de plus en plus. Donc le projet s'est construit voilà, il y a une réflexion qui est montée doucement. Et puis en ce moment, ça s'emballe beaucoup, donc on a un peu de mal à tout voir, mais on présente ce projet. L'association pour le développement de l'économie numérique, donc l'ADENE, a fait le lobbying politique principalement pour porter le projet auprès des politiques, sachant que les politiques en France n'avaient pas trop de vision sur le cloud. Donc depuis, on a maintenant une écoute et on a obtenu donc ce financement dans le cadre des investissements d'avenir. Nuage, c'est une solution d'infrastructure. Ça va pas plus loin, il n'y a pas de SaaS, il n'y a pas de PaaS, c'est une solution d'infrastructure. L'analyse qui a été faite par les CIO, on la connaît très bien. C'est en effet exactement le même modèle que nous avons en termes de questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le but de Nuage, c'est de fournir juste une infrastructure, une capacité d'infrastructure à la demande sur le territoire français, avec un maillage de data center. Toute la partie construction on recrée donc ensuite un socle complet en open source. Donc pourquoi? Parce que comme je vous dis, on a travaillé depuis 15 ans chez Nonstop sur les startups américaines et on s'est rendu compte que finalement une idée il faut à peu près 10 ans pour qu'une idée se transforme en produit technologique. Le cycle d'investissement moyen est assez long. Par contre, l'idée, elle apparaît à peu près partout dans le monde au même moment. À un moment, l'idée se cristallise, la communauté scientifique commence à la faire partir. Et puis des sociétés vont commencer à naître, elles vont grossir, elles vont se faire absorber par les plus gros, puis ainsi de suite. Puis à un moment, il y a vraiment un marché qui arrive en phase de maturité. Plutôt que de voir des idées qui naissaient en France, qui partaient aux États-Unis, puis qui revenaient sous forme de produits facturés à des sociétés françaises, on s'est dit, donc il y a 10 ans, chez Nonstop, on a commencé à investir sur de l'open source. Donc on a maintenu un socle produit américain, et parallèlement à ça, on a développé un certain nombre de compétences en open source chez nous. Et puis on est monté en compétences doucement, jusqu'au moment où on a dit, bon ok, maintenant on est à un stade, avec le cloud, où on doit être capable, au niveau infrastructure, en open source, de sortir de la solution au même rythme que les Américains. Nuage. On doit être capable d'innover. Le problème, c'est le rythme de l'innovation. Donc comment est-ce qu'on maintient un rythme d'innovation soutenu et une amélioration constante de l'infrastructure de façon à être en permanence aligné sur les meilleurs standards. Le modèle que les Japonais ont suivi quand ils ont réindustrialisé le Japon. Tout simplement. Le modèle que suivent actuellement les Japonais, les Chinois et les Indiens. On sait qu'on part avec un peu à la traîne, mais on peut ensuite, si on maintient le rythme et les efforts de façon continue, arriver à tenir un rang dans la compétition. Airbus, je peux vous en citer d'autres, mais ça fonctionne. Enfin, tout le moins, on va essayer. Et ensuite, tout est basé sur la liberté de choix. Donc, pour restaurer la confiance, il faut que les gens aient la capacité à choisir et à assumer les positions qu'ils prennent. Bien sûr, on est conscient qu'il y a des niveaux technologiques complètement différents. Mais typiquement, si Madame Michu, elle a envie que la sécurité de sa sécurité, c'est de la confier à son voisin Gontran qu'elle connaît, qui est informaticien, qui est super péchu, et qui lui a installé son antivirus, eh ben, ce sera Gontran son tiers de confiance. Donc déjà, là, il y a toute une logique dans laquelle, d'abord, on va travailler sur les logs, donc de façon à avoir vraiment une pile qui soit homogène et dans laquelle tous les logs remontent. On a toute la visibilité, c'est la base de la transparence au niveau open source. Et d'autre part, on va travailler sur ces notions de tiers de confiance. Si jamais l'utilisateur n'a pas
la compétence, il doit décider lui librement à qui il veut donner sa confiance. Et ça, c'est le fondement pour nous de la réussite du cloud. Enfin, c'est un des éléments en tout cas. Ça marche aussi avec la fédération des bouchers. Hein. Si vous êtes boucher, vous allez peut-être dire celui qui va garantir ma sécurité, c'est la fédération des bouchers. Je veux pas forcément que ça soit la NSA qui s'occupe de ma sécurité à tous les niveaux. Donc voilà, notre cœur de cible, ce sont les PME et les TPE, dont le métier n'est pas l'informatique. Nuage avant tout, c'est un consortium, 7 entreprises, et donc un ensemble au final, donc après 2 ans de recherche, nous donnerons naissance à un projet global qui permettra, dans des partenariats publics-privés, à des régions et des collectivités locales de s'emparer de la question informatique et de transformer des data centers en centres de services et de création de richesses pour leur territoire. C'est lié aussi, il y a encore beaucoup de choses qui sont liées à la réforme de l'ATP, de la taxe professionnelle, au changement, au fait que il y a typiquement, on a une réflexion qui est partie de Résopol et Lyonix, du GIX de Lyon, du Grand Lyon, qui s'est aperçu que quand on bougeait les serveurs de sociétés, les sociétés partaient. Toutes les petites sociétés qui créaient de la valeur dans le service, elles déménageaient. Si vous vous rapprochez de Paris, les serveurs partaient à Paris, assez rapidement la DSI partait à Paris, puis ensuite les services financiers, puis perdiez la boîte. Donc la notion de relocalisation au plus près est vraiment extrêmement importante. La maîtrise des coûts informatiques est aussi quelque chose qui doit être absolument prise en compte. Pour maîtriser les coûts, là il n'y a pas de secret. Ce qu'on fait, c'est qu'on a demandé les roadmaps à des constructeurs, des roadmaps à 10 ans. On regarde quelles sont les gammes serveurs qui vont sortir, donc on regarde ce que va faire l'industrie. On optimise en termes de performance et de prix sur les meilleures pratiques, et ensuite on industrialise avec des cycles de vie à 5 ans. Conception et mise en œuvre et puis bien sûr de l'open source à tous les niveaux, de façon à ne pas avoir de royalties à verser à gauche à droite, dans tous les sens. Conception et mise en œuvre de PRA et de PCA, à partir du moment où on est sur du micro data center, il est impossible de laisser un data center isolé. Donc on maille en 2D ou en 3D l'ensemble des data centers. Le maillage permettant de fournir la résilience. Et ensuite, par contre, il faut en effet qu'il y ait des accords inter-data center, donc c'est du peering. Donc plus on maille le territoire, plus la résilience est forte, et plus on arrive à garantir la sécurité des données. Sachant qu'encore une fois, c'est ensuite l'utilisateur qui, lui, choisit où est-ce qu'il veut que ces données soient posées. Et s'il a 3-4 data centers autour de lui, eh ben, il peut choisir de créer son nuage avec en backup 3 data centers ou 4 data centers. Et la gestion d'une informatique déportée, par contre, il faut que l'utilisateur garde un lien, encore une fois, avec son informatique. Et donc, pour cela, on implante le connecteur cloud au contact de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas l'opérateur s'interposer. L'opérateur fait partie, et le connecteur, il est directement chez le client. Et non seulement il est chez le client, mais il est aussi dans le data center de proximité. Il est aussi dans le data center tiers régional de collecte. Et il peut être aussi dans le data center national, qui lui va délivrer de la lame au kilomètre ou des teraflops de puissance ou des terabytes de stockage. Donc, il y a un connecteur cloud à chaque niveau de l'infrastructure. Et ce connecteur cloud, la dernière partie est propriété de l'entreprise. Ce qui lui permet d'avoir la garantie que tout son environnement la suit. Alors, on va retrouver la notion de globule sur les données, mais là, on n'est plus sur globule. Il y a encore un trait de marque? Non, j'ai pas dit. Mais on est sur un connecteur cloud comprenant toutes les informations du cloud, du personal cloud finalement, du cloud de l'entreprise, et qui appartient à l'entreprise et qui lui permet de reconstituer ses données quand elle le souhaite. Gage de mobilité. Il faut qu'il y ait une notion de propriété. On peut pas tout sortir.
La continuité de service est en effet le point, un point déterminant. Donc, même chose là, il faut qu'il y ait un suivi continu de la qualité telle qu'elle est fournie à tous les niveaux pour que, en cas de problème, immédiatement, on puisse isoler le composant défaillant ou la fuite de sécurité. Il faut que ça soit fait avec des outils qui soient extrêmement visuels, extrêmement simples, pour que l'utilisateur, en 4 clics, finalement, il puisse arriver au niveau le plus bas. Donc on va travailler sur ça, encore une fois. Et d'où l'idée de faire un socle complètement homogène. Parce qu'à partir du moment où on a un socle complètement homogène, avec quelques clics, on arrive au niveau le plus bas de l'infrastructure et on arrive à isoler le composant défaillant. Et il suffit qu'il y ait un petit warning rouge, on sait que c'est du réseau, push, réseau, clac, on commence à arriver sur les couches. Puis on descend jusqu'à la carte qui défaille, et au moins à partir de ce moment-là, on peut commencer à travailler. Comme non-stop, enfin, si on s'appelle non-stop, c'est parce que, encore une fois, la notion de haute disponibilité est intégrée de base. Un des axes de travail aussi sur lequel nous avançons, c'est des algorithmes permettant de définir la criticité d'une application ou d'une donnée, de façon à ce que la donnée migre automatiquement vers des zones de plus forte sécurité, en cas de, encore une fois, pour éviter les SPOF. À un moment, un serveur qui commence à encaisser beaucoup de charges et autres, qui devient un nœud de connexion et qui tombe, ça peut devenir très grave. Donc il faut pouvoir suivre en temps réel l'évolution des machines, ce qu'elles font, et leur rôle dans le réseau, et les faire migrer vers des zones, si elles changent de statut, les faire migrer vers des zones adaptées. Même chose en ce qui concerne la charge. Et comme pour nous, le futur, on considère que on est intervenu dernièrement au Crestel et devant les opérateurs télécoms, on leur a dit que, enfin moi je leur ai dit qu'à mon sens, EDF et Suez étaient peut-être bien mieux placés en France que certains opérateurs. Tout simplement parce que j'avais commencé à remarquer qu'en effet EDF s'amuse à monter les prix de l'électricité. S'amuse, monte les prix de l'électricité, et du coup qu'un data center devient beaucoup moins intéressant quand le prix de l'électricité commence à augmenter. Donc ils détiennent une grosse variable d'ajustement quand même. En clair, le cloud sans énergie, aujourd'hui, ça va pas aller très loin. Donc il y a cette problématique de l'énergie dans la conception en particulier des data centers et dans leur survie, va devenir vraiment un point clé. Et nous l'avons intégré dans la chaîne de la valeur du cloud du projet nuage. Donc c'est le SP4. Et donc on va, dans notre conception, substituer la logique réseau électricité à la logique CPU mémoire. Donc on considère que l'énergie est le facteur déterminant. En tout cas, l'un des facteurs déterminants. Alors, vu les niveaux techniques qu'il y a dans la salle, je vais passer super rapidement, parce que là je vais rien vous apprendre. Et de toute façon, on est vraiment dans la généralité. Excusez-nous, mais les présentations qui ont été faites jusqu'à maintenant, alors on est vraiment au tout début, hein, on a commencé en janvier. Donc là, pour ceux qui ont les habitudes de gérer les programmes de recherche, le LIPSIS est en train de recruter les stagiaires qui vont devenir les doctorants, qui vont arriver en septembre. Donc c'est un petit peu, et le projet étant de 2 ans, globalement, dans 6 mois, on doit avoir terminé l'état d'art au moment où les stagiaires vont arriver, enfin les doctorants vont arriver. Donc c'est que du bonheur. Ce qui veut dire que pour le moment, c'est un peu les gens de l'IPSIS, c'est un peu vert au début. Ça va beaucoup mieux. Ils sont aperçus qu'ils n'avaient pas que des illuminés en face. Mais par contre, c'est vrai qu'on est sur un rythme qu'ils n'ont pas l'habitude de gérer et que c'est assez amusant. Voilà. Donc, sur la couche réseau, donc virtualisation des réseaux, donc création de réseaux virtuels. Couple CPU mémoire, même chose, création de mainframe virtuel, donc capacité à relier à moins de 100 km des machines, intégration d'infiniband et d'un certain nombre de protocoles, enfin de couches basses très très hautes pour pouvoir faire des agrégations de CPU. Et tout ça pourquoi? Pour pouvoir faire de la migration, enfin des caches, des proxys extrêmement rapides, qui nous permettent
gérer finalement un virtual data center. Donc d'étendre les capacités d'un data, enfin créer d'un seul coup d'un data center, de 2 ou 3 data centers situés suffisamment près, d'en faire un seul, virtuellement. Ce qui nous permet donc encore une fois de garantir la haute disponibilité, la performance, l'évolutivité, les prix. Enfin, bon. Même chose au niveau du storage. Donc combinaison de de disques, de toutes les technologies de stockage, depuis les très rapides jusqu'au moins, et de façon à pouvoir, en fonction de la donnée à traiter, faire migrer les données de la donnée vivante à la donnée d'archivage, et donc optimiser tout le temps, en temps réel, le stockage par rapport aux besoins de l'entreprise, de la façon la plus dynamique possible. Le SP1, donc ce projet 1, vise à créer donc un mainframe de virtualisation, une machine multi-CPU répartie, capable donc de supporter des containers, des machines virtuelles, et de faire migrer ces machines virtuelles en grand volume très rapidement. SP2, donc le SP1 est piloté par Non-Stop Systems. Le SP2 est piloté par ODrive. Donc le but est donc de gérer en effet un stockage réparti combinant des NAS et des SAN, toujours en virtuel. Le SP3, donc dirigé par AlphaLink, le groupe AlphaLink, visant donc à créer des routeurs virtuels intra-data center et inter-data center. Donc on s'interdit aucune. Pour le moment, on a toutes les pistes qui sont ouvertes. Encore une fois, du réseau 2D jusqu'à l'utilisation de switch classiques, mais pas forcément que. Ou une combinaison des deux. Donc je vais juste sortir la roadmap rapide parce que ça peut vous intéresser. Février 2012, premier nœud. Donc il a été déployé donc sur Céleste, le data center de Céleste qui se trouve à Champs-sur-Marne. En avril 2012, on sortira le deuxième nœud sur le data center Telco Center de Courbevoie, qui est placé en plein cœur de la grosse boucle fibre de la Défense. Parallèlement à ça, on est en train de définir la nouvelle architecture, parce que là, ce sont des anciens systèmes. Donc on est en train de définir une nouvelle architecture, et nos premiers racks vont commencer à se déployer. En septembre 2012, on a voilà. Donc on va doubler donc les racks de Champs-sur-Marne et de Courbevoie par les nouveaux équipements, de façon à les booster. Et puis ensuite, en automne 2012 et été 2013, on déploiera le troisième nœud qui est sur Nantes et le quatrième nœud sur Lyon. Donc à la base, on étend au fur et à mesure on a 3 territoires qu'on veut mailler. Paris, Nantes et Lyon, qui nous serviront de triptyque de démarrage. Parallèlement à ça, la fin du projet. Donc en automne 2013, donc le prototype de sa data center modulable et éco-responsable, qui se montrera. Donc l'idée, c'est on prend une dalle nue et on monte notre data center en 6 mois, from scratch, complet, équipé avec toutes les technos, avec des webcams au-dessus. Et voilà, comme ça tout le monde peut participer. Et d'ici là, on est en train de discuter entre partenaires l'idée de sortir notre rack alpha, on va dire, notre premier connecteur, de le mettre à disposition de tout le monde, de la communauté, sous forme d'un produit alpha test. Donc on pousse les racks et les connecteurs chez tous les gens qui veulent tester, pour pouvoir avoir un maillage de plus en plus fin. Donc le concept, un vision unique d'un data center à partir d'un ensemble géographique distribué, intégration des modules de gestion de ressources indépendants, et notre vision, c'est remettre l'usager au centre, à la fois en tant qu'opérateur et en même temps responsable de sa sécurité.
Et on pense que c'est qu'à cette condition express. Ensuite, il peut la déléguer s'il veut à une société de service, à autre chose, ça c'est pas notre problème. Mais globalement, c'est à l'usager de prendre à l'utilisateur de prendre la décision de ce qu'il fait. Et il doit avoir les moyens de. Si on lui donne pas les moyens, c'est normal qu'il n'ait pas confiance. Toutes les entreprises impliquées dans le dossier, donc Phare et Regal, New Generation qui s'occupe qui est intégré dans le SP4, donc pour l'éco-production, donc pilotage des alimentations de serveurs, Network Consulting qui travaille sur l'interconnexion des data centers, Dotriver, François Briot et son équipe qui travaille sur le démonstrateur SaaS, donc un bureau mobile, tout ce qui est mobilité sur open source, qui est président du PLOS, Rhône-Alpes. Voilà. Et puis Phare et Regal, donc les deux équipes du DeepSix.